Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ces portes ouvertes ENSTA Paris 2024. Si vous êtes passionné de science, que les grands défis contemporains autour des enjeux de souveraineté, tels que les mobilités, les énergies durables, la sécurité et la défense ou encore la santé vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Tout au long de cet événement, je serai accompagné de plusieurs intervenants qui vous parleront de notre formation d'ingénieur par voie étudiante ou par apprentissage, les parcours de spécialisation qui vous seront proposés, le campus et bien sûr la vie étudiante et associative. Nous allons donc répondre à tous ces sujets et bien évidemment poser les questions que vous nous avez fait parvenir lors de votre inscription. Allez, c'est parti! Pour débuter ces portes ouvertes, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Crépon, directrice générale d'ENSTA Paris. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter ENSTA Paris en quelques mots ? Alors, ENSTA Paris est la plus ancienne école d'ingénieurs créée en France en 1741. C'est une école d'ingénieurs généralistes, membre de l'Institut Polytechnique de Paris et qui fait partie des toutes meilleures écoles d'ingénieurs en France. Elle figure parmi le top 5 dans les classements nationaux. Alors, vous l'avez évoqué, ENSTA Paris est membre de l'Institut Polytechnique de Paris. En quoi est-ce un avantage, un atout finalement d'être un membre fondateur de cet institut ? Alors, en fait, je pense que ce qu'il est important, c'est vraiment de comprendre l'ambition qui est portée donc par l'Institut Polytechnique de Paris et ses membres. L'idée est de capitaliser en fait sur les domaines d'expertise, sur l'excellence des établissements membres de l'Institut Polytechnique de Paris pour proposer des formations, des activités de recherche, de l'innovation au tout meilleur niveau mondial, qui soit reconnu au niveau international. Et c'est ce que nous offrons aux étudiants qui nous rejoignent, un environnement riche, dynamique, et la possibilité de profiter des formations, bien évidemment, d'ENSTA Paris, mais aussi de parcours construits avec nos partenaires au sein de l'Institut Polytechnique de Paris. Alors, je l'ai évoqué en préambule, ENSTA Paris se positionne sur les grands enjeux de souveraineté. Pourquoi est-ce important de former aujourd'hui des ingénieurs au service de ces enjeux ? Alors, c'est très important. Ces enjeux de souveraineté, finalement, embarquent des grandes transitions auxquelles nos sociétés sont confrontées. Je pense aux transitions énergétiques et écologiques, aux transitions numériques, et on le sait, nous avons besoin, la France, l'Europe, le monde a besoin de plus d'ingénieurs, puisque une partie de la solution va consister à trouver des technologies, de l'innovation pour produire, pour utiliser différemment l'ensemble des biens dont nous avons besoin. L'ENSTA Paris contribue à remplir ces besoins en formant des ingénieurs dans le domaine des énergies durables, je pense notamment au domaine du nouveau nucléaire, l'éolien offshore, dans le domaine de la défense et de la sécurité, également dans le domaine des transports et des mobilités, par exemple les véhicules électriques. Tous ces domaines qui sont des domaines d'expertise d'ENSTA Paris concourent à ce qui s'appelle en fait les domaines et les enjeux de souveraineté. Autre sujet. La fusion d'ENSTA Bretagne avec sa cousine brestoise est annoncée dans les prochaines années. En quoi cela est-il également un atout pour les futurs étudiants et alumni de l'école ? Alors, notre objectif dans la fusion entre ENSTA Bretagne et ENSTA Paris, c'est vraiment de mettre en commun nos domaines d'excellence et nos domaines d'expertise. Je vais prendre un exemple, celui du génie maritime. Les deux écoles travaillent sur ces sujets, proposent des formations dans le domaine du génie maritime, et on sait que c'est un domaine qui est extrêmement important, notamment dans le contexte des problématiques liées à la transition écologique et énergétique. Voilà, donc ensemble, nous allons pouvoir proposer des formations rénovées aux étudiants qui souhaiteront nous rejoindre, encore mieux adaptées aux besoins de l'aval et encore mieux adaptées aux attentes des étudiants. Elisabeth Crépon, merci pour ces premiers éléments de présentation de l'école. Je vous propose désormais d'aller à la découverte du cycle ingénieur ENSTA Paris. Maëlle Baudic, bonjour. Bonjour. Émy Roy, bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux étudiantes en deuxième année à ENSTA Paris. Thomas Lozeleux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la formation et de la recherche à ENSTA Paris également. Alors, ma première question porte naturellement sur le profil de l'étudiante ou de l'étudiant qui arrive à ENSTA Paris. Quelles sont ses caractéristiques ?
Alors, l'ingénieur Ensta, avant tout, c'est un scientifique. Donc, on recrute des jeunes qui s'intéressent aux sciences, qui aiment les sciences. Des jeunes qui aiment les sciences et qui s'intéressent à la résolution de problèmes concrets en lien avec des problématiques très actuelles de la société et des entreprises. Et des jeunes qui veulent travailler dans des secteurs en pleine transition. On les a déjà cités, hein, les problématiques de la mobilité, des mobilités, des énergies, de la défense, de la sécurité, de la santé, sont les grands axes de développement de l'école. Alors concrètement, comment se déroule cette première et deuxième année du cursus ingénieur? Y a-t-il par exemple un emploi du temps type en première année? Alors la première année est assez standardisée. Alors plus on avance dans le cursus, moins c'est standardisé et plus on peut avoir de formats divers. Mais en première année, c'est vrai que c'est très structuré. Vous compléterez, mais la première année, un cours standard, se fait sur 6 séances de 3 heures, 1 heure de cours magistral en amphi, suivi de 2 heures d'application dans petits groupes d'une vingtaine d'élèves. Et puis la 7e séance est dédiée en général à un examen. Alors c'est souvent un examen sur table, plus on avance encore dans l'année et plus ça peut être sous forme de projet individuel ou en équipe. Après, l'emploi du temps général, il va être structuré sous un format de 7-8 semaines de cours, 1 semaine de vacances, sauf à Noël, Nouvel An, où là il y a 2 semaines, et de début septembre jusqu'à fin juin, et pendant l'été, 4 semaines minimum de stage opérateur. Voilà pour la première année et le parcours type. Je ne sais pas si vous voulez ajouter. C'est vrai que les matinées, c'est généralement réservé aux cours scientifiques, donc 3 heures de cours. Et après, les après-midi, ça c'est laissé pour, par exemple, faire du sport ou la culture, des cours de culture. Et mercredi, c'est la journée réservée pour les langues. Et les cours d'économie aussi, souvent. Et les cours d'économie, oui. Les cours de culture, elles sont l'après-midi. Et le jeudi après-midi qui est banalisé pour les associations et les compétitions sportives aussi. Oui, donc avec deux demi-journées dans la semaine réservées au sport et aux associations. Ça permet, le sport obligatoire aussi, ça permet de s'aérer un petit peu l'esprit, on va dire, de sortir des matières plus conventionnelles. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un rythme qui est assez sympathique à suivre et assez varié, donc c'est agréable. Vous avez évoqué effectivement toutes les deux le rythme. Comment ça se passe finalement quand on sort de classe préparatoire et qu'on arrive effectivement en première année? Est-ce que c'est vraiment différent? Moi, je dirais que oui, c'est quand même vachement différent. On a enfin le temps de pouvoir se découvrir aussi soi-même, découvrir nos centres d'intérêt, découvrir ce qui nous plaît en dehors des cours. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et on peut aussi découvrir quel type d'ingénieur on est, j'ai envie de dire, parce que la formation à Ensta Paris, elle est très complète et surtout le tronc commun de première année, avant la spécialisation, ça permet de pouvoir se rendre compte vers quel profil on a envie d'aller. Et c'est vrai qu'avant l'école d'ingénieur, c'est quelque chose dont on ne sait pas. Je vais me tourner vers Amy. Qu'est-ce qui vous a fait finalement choisir Ensta Paris plutôt qu'une autre école? Alors moi, la première fois que j'ai entendu parler d'Ensta Paris, c'était à mon forum Info Prépa. Et donc, une ancienne étudiante de ma prépa qui était à Ensta Paris m'en a parlé. Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'esprit d'être sur un campus avec d'autres écoles, d'avoir accès à beaucoup d'infrastructures sportives notamment, mais aussi des belles infrastructures pour les cours également. Et aussi la notion d'être dans le groupe IP Paris qui permet d'avoir vraiment ce lien avec d'autres écoles et cette ouverture à l'international, c'était des points très importants pour moi. Alors on va effectivement rentrer dans le sujet de l'international. Maëlle, vous voulez compléter éventuellement sur les éléments qui vous ont motivé à choisir Ensta Paris?
Un peu de la même manière que Amy, c'est vrai que ENSTA Paris, c'est une école qui est très reconnue pour son excellence académique. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attirée. Et ça va de pair avec son ouverture à l'international, qui s'intensifie depuis la création d'IP Paris. Donc, j'ai trouvé ça très, très intéressant pour pouvoir faire mon choix d'école. Nous le savons, la transition écologique est un défi majeur et les futurs ingénieurs qui seront prochainement diplômés auront un rôle clé pour accompagner ces transitions. Thomas Loiseleux, quelle place donnez-vous à cette thématique aujourd'hui dans la formation d'ingénieurs ENSTA Paris afin de les y accompagner? Alors, tout au long de la formation, les étudiants sont formés à cette thématique-là, en cohérence aussi avec la façon dont le cursus est construit. Le cursus est construit avec, en première année, un tronc commun très scientifique, en deuxième année, une spécialisation disciplinaire, en troisième année, une spécialisation plus sectorielle. Et en fait, on suit cette démarche-là avec, en première année, on débute par une conscientisation sous forme de jeu. Alors ça s'appelle la fresque du climat. Beaucoup en ont probablement entendu parler. Tous les élèves qui arrivent à l'école font cette fresque du climat. Mais derrière, on poursuit avec un cours de 30 heures dédié à la compréhension des grands mécanismes qui conduisent au changement climatique. Et donc reprise notamment de toutes les données du GIEC et compréhension grâce aux outils dont disposent nos étudiants, je l'ai dit tout à l'heure, scientifiques, ils ont toutes les clés pour pouvoir comprendre finalement pourquoi est-ce que nous en sommes là. Donc ça, c'est l'idée de la première année. La deuxième année, ça va être appliqué à des problématiques en lien avec les disciplines et en lien avec des projets qui sont développés au cours de la formation. Et en troisième année, également, sachant que par ailleurs, dans chacune des spécialisations de troisième année, il y a au moins un cours qui est dédié à cette thématique-là. Et par ailleurs, on demande encore une fois, dans le cadre des projets, d'appliquer tout ce qui est la problématique de la durabilité, donc de faire une analyse de cycle de vie, bilan carbone, voilà. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Oui, effectivement, Maëlle, Amy, vous avez peut-être des éléments complémentaires. Oui, donc comme vous l'avez dit, en première année, on a déjà une première sensibilisation à ces questions dans le tronc commun. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en deuxième année, chacun et chacune a la possibilité de choisir des cours qui vont plus ou moins s'intéresser à ces questions-là. Et donc s'investir chacun et chacune à son propre niveau dans ces questions. Par exemple, en majeure mécanique, on a eu dans le tronc commun de la majeure un premier cours qui s'intéressait une première fois aux questions du GIEC, la physique du climat, etc. Et ensuite, il y a la possibilité en mineur d'approfondir ces questions avec différentes optiques dans des domaines de la mécanique du solide, de la mécanique des fluides, pour, si on en a envie, vraiment plus s'impliquer dans ces questions. Très bien. C'est vrai que même vous parliez des différentes formations et des différents parcours de troisième année. Donc chaque parcours de troisième année, finalement, c'est que des profils qui sont axés vers l'ingénieur de demain et l'ingénieur qui s'investit dans les thématiques du climat. Donc notamment, on a le profil mobilité intelligente et durable, énergie maritime, mathématiques pour la santé et l'environnement, et d'autres formations. C'est vrai qu'on a une formation qui est assez bien positionnée sur ces thématiques. Il y a des parcours de spécialisation qui sont intégralement dédiés à la problématique des énergies en transition. Donc pour compléter la liste. Voilà, donc c'est vrai que l'école est très attentive à ces sujets et à la formation de ces ingénieurs sur ces thématiques-là, qui sont des grands enjeux de société, de la société actuelle et de la société de demain. Complètement. Effectivement, on pourra l'aborder un peu plus loin avec Pierre-Jean Cotalorda, où on va effectivement parler des parcours de spécialisation. J'aimerais revenir, vous avez parlé un moment d'international, donc on parle d'exposition finalement aujourd'hui. À l'international, c'est un élément finalement important pour nourrir le profil d'ingénieur. Pouvez-vous nous en dire plus sur la place des langues et la mobilité sortante? Par exemple, à partir de quand peut-on effectivement se projeter, partir à l'étranger dans le cadre de sa formation à ENSTA Paris? Alors, il y a l'exposition à l'international ou l'exposition internationale, mais ça couvre différents aspects. Déjà, il y a
quand vous êtes à l'école, déjà, vous avez, alors, on vient de parler des langues, donc la possibilité de faire 2, voire 3 langues, dont l'anglais. Donc l'anglais est obligatoire, mais on doit faire également une deuxième langue étrangère. On propose de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien, du russe, du chinois, du japonais, de l'arabe et du français langue étrangère. Je reviendrai sur le français langue étrangère. J'ai rien oublié, je crois que... Non, je crois que c'était pas mal. C'est ce qu'il y avait. Et encore une fois, un apprentissage en petits groupes, etc. L'idée, c'est d'amener nos étudiants au meilleur niveau possible dans la maîtrise de ces langues-là. On leur propose éventuellement d'ailleurs de faire des stages de langue pendant l'été à l'étranger. Pour compléter, bien sûr. Et l'exposition internationale, elle se fait aussi par la présence de nombreux étudiants internationaux à l'école. On a près de 30% de nos étudiants qui sont des étudiants internationaux via différents types de partenariats, alors qui peuvent être dans nos murs pour 2 ans ou 3 ans selon. On a notamment un partenariat avec l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, etc. Donc qui fait qu'on a beaucoup d'étudiants internationaux dans l'école. Et puis, il y a évidemment pour les étudiants la possibilité de partir à l'étranger. Et en fait, dès la première année, ils peuvent partir. Tous les stages peuvent se faire à l'étranger. Il y a un stage chaque année. Donc, le stage opérateur à la fin de la première année, le projet de recherche qui se fait en fin de 2e année, le projet de fin d'études en fin de 3e année, la possibilité de substituer le 2e semestre de la 2e année par un semestre dans une université partenaire à l'étranger, la possibilité de substituer la 3e année par un programme diplômant à l'international. On pourra revenir. Bien sûr, oui, complètement. Peut-être, mais voilà, en fait, il y a toute une palette de possibilités. Alors, je ne sais pas quelles sont les possibilités que vous avez choisies, vous. Vas-y. Déjà, pendant que je suis à Insta Paris, moi, j'ai choisi, par exemple, de faire 3 langues, donc l'anglais, l'italien et l'espagnol. Et quelque chose que je voulais souligner aussi, c'est la possibilité soit de continuer des langues qu'on connaît déjà parce qu'on les avait auparavant, mais aussi de commencer des nouvelles langues complètement, ce qui est une belle opportunité en école d'ingénieur parce qu'on a beaucoup plus de temps qu'en prépa, par exemple. Et ensuite, pour valider mon exposition à l'international, j'ai choisi de faire mes stages à l'étranger, donc mon stage opérateur en Côte d'Ivoire. Et là, mon projet de recherche aux États-Unis. Donc la demande de l'école, c'est d'effectuer un minimum de 18 semaines à l'étranger. D'accord. Oui. Bon, la réalité, c'est qu'on a une réglementation qui nous impose de toute façon, comme toute école d'ingénieurs, d'envoyer nos futurs diplômés un temps minimum à l'étranger. Voilà, donc on est dans la fourchette standard. Ce qu'on souhaite, c'est que nos étudiants passent au moins l'équivalent d'un semestre à l'étranger. Maëlle, oui. Moi, j'ai choisi de réaliser mon stage de recherche de 2e année à Tokyo, au Japon, et aussi de partir en double diplôme en 3e année. Donc, pour l'instant, j'attends les résultats. Donc, fromage et dessert. Oui, voilà. Et pour les langues pratiquées? Pour les langues pratiquées, moi, j'ai décidé d'apprendre une nouvelle langue, donc l'espagnol, et de continuer l'anglais. Très bien. Parlons désormais des voies d'admission. Alors, il y a bien évidemment le concours comme un MINPON pour les élèves préparationnaires. Émilie, Maëlle, racontez-nous un peu votre passage, je dirais, entre depuis la classe préparatoire, votre arrivée effectivement en première année. Qu'est-ce qu'on découvre finalement quand on arrive en première année, je dirais, d'une école d'ingénieurs et plus particulièrement à Insta Paris? Alors, c'est vrai que la grande différence avec la prépa, ça va être qu'en classe préparatoire, on n'a qu'un seul objectif, c'est de travailler, peu importe où on veut arriver. Mais donc, c'est vrai qu'on est très concentré sur nos cours, sur le côté académique. On travaille tout le temps et c'est vrai que parfois, on manque de temps pour découvrir ce qu'il y a autour de nous. Donc voilà, ça fait aussi partie de l'école d'ingénieur que de se découvrir soi-même, de découvrir plus de perspectives, ce qu'il y a autour de ce qu'on apprend, ce qui va plus loin, la vie en communauté. Donc c'est de l'apprentissage, oui, de compétences académiques, mais aussi de vie autour. C'est vrai que quand les élèves arrivent à l'école, ils ont
ils étaient souvent dans un tunnel pendant 2 ans, 3 ans, et leur objectif, on leur disait, l'objectif c'est de rentrer dans une école. Alors certes, ils ont du temps quand ils arrivent à l'école, mais ils sont parfois un peu perdus parce que tout d'un coup, on leur dit non, mais on vous a dit que l'objectif c'était de rentrer dans une école, mais nous ne sommes pas l'objectif. Voilà, l'objectif c'est de trouver votre voie et nous, on va vous accompagner pour trouver votre voie et tracer votre chemin pour définir votre projet professionnel. Mais c'est quand même eux qui doivent être les acteurs principaux et tout d'un coup découvrir que l'école n'est que un marchepied. Alors, on est un joli marchepied, mais on est là que pour finalement donner de l'élan pour le début de la vie professionnelle. Et donc, tout l'enjeu, finalement, au cours de la scolarité, c'est que nos étudiants arrivent à construire leur projet professionnel et à se projeter. Voilà. Donc ça, c'est la difficulté, je pense, pour beaucoup d'élèves qui arrivent de prépa. Ouais. Ça me semble très clair. On a effectivement évoqué une première voie d'admission. Y a-t-il d'autres voies d'admission qui existent pour rentrer à INSTA Paris et quelles sont leurs spécificités? Alors, on en a plein. En fait, plein de voies d'admission, qu'elles soient nationales ou internationales. Alors déjà, vous venez de classes préparatoires aux grandes écoles. Alors, vous étiez en PC. En PC, PC, toutes les deux. Oui. Donc DMP, DMPI, DPC, DPSI, je dirais que ça c'est ce qui représente le flot principal de nos admis. On a aussi un nombre relativement important par rapport à d'autres écoles de places pour des PT et des TSI, donc pour des CPGE, PT et TSI, également pour des étudiants universitaires issus de licence, de bachelor, de BUT, de prépa ATS également. Donc tout ça pour une admission en première année, bien évidemment pour des étudiants internationaux qui auraient l'équivalent d'un bac+3 pour une admission en première année. Pour une admission en deuxième année, des étudiants universitaires qui sont titulaires d'une première année de master. Également pour des étudiants internationaux qui auraient un équivalent. Et puis, on a une voie d'admission pour les polytechniciens et les normaliens pour une intégration dans ce qu'on appelle le cycle polytechnicien normalien qui s'appuie essentiellement sur la troisième année. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de voies d'admission à l'école. On a par ailleurs, j'ai oublié, un partenariat avec l'École nationale d'ingénieurs de Tunis pour l'admission en première année. Donc, on recrute sur le concours de classe préparatoire en Tunisie. Également, donc voilà, on voit que c'est extrêmement varié et on a un pourcentage d'étudiants qui ne sont pas issus des viviers, je dirais, classiques, qui est extrêmement important. Hein. C'est plus de 40% des étudiants, finalement, à la fin, ne sont pas rentrés en première année par le concours commun MINPON. Donc ça crée, je pense, un certain intérêt et un dynamisme dans la promo. Voilà. Alors, dans le cadre de ces relations, aujourd'hui, finalement, combien d'universités partenaires et de doubles diplômes proposez-vous? Alors, on va se focaliser peut-être sur l'international. Hein, des universités partenaires, il y en a plus de 70. On essaye de limiter aussi, hein, parce qu'il y a un moment où finalement les partenariats peuvent être un peu sans fin, mais on a plus de 70 partenariats avec des universités dans le monde entier. Et on a un peu plus de 30 doubles diplômes, 30 établissements avec lesquels nous avons des doubles diplômes, puisqu'en réalité, avec certains établissements, nous avons plusieurs doubles diplômes, ou alors des doubles diplômes qui couvrent l'intégralité de leur programme. Donc ça peut être variable. Et par ailleurs, il est toujours possible de partir dans un établissement avec lequel nous n'avons pas établi de partenariat. On établit normalement un partenariat lorsqu'on sait qu'il peut y avoir des échanges dans les deux sens. Donc il y a des établissements avec lesquels on ne le fera pas. Et pour autant, nos étudiants vont pouvoir aller dans ces établissements sans aucun problème. Ça me semble très très clair. Alors une question qu'on a reçue en amont effectivement de cette porte ouverte. Est-il possible de faire une césure finalement au cours de sa formation? Oui, une césure, oui bien sûr. Césure entre la deuxième et la troisième année du cycle ingénieur, constituée soit de 2 semestres de stage en France ou à l'étranger, en entreprise ou en milieu académique, hein, parce que certains ont envie de
mieux découvrir le milieu de la recherche. Après le stage de recherche de fin de deuxième année, certains ont envie de prolonger l'expérience et de voir si c'est finalement une carrière d'enseignant-chercheur qu'ils pourraient avoir envie de poursuivre. Et donc, ils tentent un semestre de ce type-là, parfois à l'étranger, justement pour avoir aussi augmenter leur exposition internationale. Ou alors, ça peut être aussi une année de formation dans des domaines qui ne sont pas les domaines d'expertise de l'école. Donc, typiquement, on a régulièrement des élèves qui passent la grecque de maths ou la grecque de physique, des élèves qui vont faire un master en philo, en économie, enfin, qui peuvent demander donc des formations qu'ils ne pourraient pas faire à l'école parce que ça n'est pas dans notre domaine, dans notre champ d'expertise. Ce qui est intéressant, ce que vous évoquez, c'est effectivement finalement la capacité à pouvoir faire une spécialisation progressive, à pouvoir finalement tracer un cursus propre effectivement à son projet professionnel. Alors j'en profite, Maëlle et Amy, puisque vous êtes toutes les deux étudiantes en deuxième année, qui finalement est un des premiers jalons aussi, on l'a évoqué un peu en première année, mais déjà dès la deuxième année, avec des choix de majeurs et de mineurs. Donc quels ont été vos choix et pourquoi? Maëlle. Alors, j'ai choisi de faire une majeure en mécanique parce que je suis très passionnée par la mécanique des fluides, donc naturellement, c'était le choix de majeure qui me convenait le mieux. Et ensuite, j'ai choisi une spécialisation avec ma mineure, donc en modélisation. Et ça me permet d'aborder plein de thématiques différentes, par exemple la numérisation en mécanique des fluides, l'aéroacoustique et plein d'autres thématiques très intéressantes. Et je m'épanouis beaucoup avec ces cours et de pouvoir choisir et personnaliser son parcours. C'est vraiment un vrai atout, je pense, pour le cursus. Amy, je crois que vous avez à peu près la même majeure, par contre une mineure qui est différente. Oui, donc je suis aussi en majeure mécanique. Par contre, j'ai choisi la mineure énergie renouvelable. Donc, pourquoi ce choix? Alors, faut savoir que le choix de mineur, il se fait avant tout en choisissant vraiment des cours, en fait, des thèmes de cours un à un. Et donc, moi, j'ai choisi les cours qui m'intéressaient le plus et ça m'a donné une mineure qui, du coup, m'intéresse beaucoup. Voilà, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir choisir des cours un à un. C'est vrai qu'après un an de tronc commun, on développe chacun des affinités pour certaines matières et moins pour d'autres. Et donc, ça a permis d'avoir des cours qui vraiment nous intéressent puisqu'on les a choisis. Et voilà. Et j'aimerais aussi spécifier qu'on a... Au final, on est dans 2 mineures différentes, mais on a aussi des cours en commun qu'on pouvait prendre dans l'une et dans l'autre. C'est vrai que c'est vraiment... on choisit nos cours et ça nous donne une mineure. On n'est pas cantonné dans un modèle, on va dire. Et même entre les majeurs, il y a certains cours de mineurs qui peuvent se chevaucher. Donc, en étant en majeure mathématiques appliquées, par exemple, il y a possibilité de faire de la modélisation mécanique et de se recroiser. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce choix de mineur qui permet de faire son propre choix sur ce qui nous plaît. Et c'est vrai que du coup, on se retrouve qu'avec des cours qui nous intéressent et donc ça donne envie d'aller en cours, etc. Donc... C'est très très clair sur effectivement cette capacité, finalement en effet entonnoir, de se spécialiser, de trouver... Et dans les choix que l'on propose, en fait, il y a un continuum. On propose 3 grands champs disciplinaires, hein, la mécanique, les mathématiques, l'informatique. Mais en fait, les mineurs permettent soit de creuser le sillon de la majeure, soit d'aller vers de la double compétence. Et souvent, c'est de la double compétence qui va allier 2 majeurs. Oui. Typiquement, dans le cas de Maëlle, c'est la mécanique, mais en fait avec des cours assez matheux pour aller vers de la modélisation de mécanismes physiques. Mais ça pourrait être aussi système intelligent, parce que finalement, on a de plus en plus besoin d'insérer de l'intelligence dans des systèmes mécaniques. Voilà, donc on voit qu'il y a ce continuum, finalement, maths, méca, info, que l'on propose. Et les mineurs, autant les majeurs c'est monolithique, mais les mineurs, en fait, effectivement, c'est
plein de cours au choix qui fait que l'étudiant il peut construire son programme un peu comme il le souhaite. Ouais. C'est du sur-mesure, je vois bien, effectivement. ENSTA Paris se définit comme une école généraliste, on vient de l'évoquer, néanmoins il y a effectivement, et on le verra dans la séquence suivante avec Pierre-Jean Cotalorda sur les parcours de spécialisation de 3e année. Qu'est-ce que finalement caractérise un ingénieur ENSTA après sa formation ? Alors effectivement, c'est un ingénieur généraliste. Un ingénieur généraliste, c'est quoi ? C'est une formation généraliste, c'est une formation qui est pluridisciplinaire et qui permet d'accéder à des secteurs d'activité extrêmement variés. Donc, secteurs d'activité variés, on en a parlé déjà, hein, c'est les secteurs des mobilités, des énergies, défense et sécurité, santé. Je dirais que c'est les grands axes principaux de l'école, mais quand on a dit ça, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de trous dans la raquette finalement, hein. Surtout quand on sait qu'on a de nombreux partenariats qui permettent d'aller vers d'autres domaines, qui seraient des domaines connexes. Et puis, en termes de pluridisciplinarité, on voit que la formation elle est quand même construite sur des champs très 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 variés. Hein. En première année, on fait des maths, de la méca, de l'info, de la physique, de l'économie, des langues, des cultures, des enseignements de culture, de communication. Voilà. Et finalement, c'est extrêmement vaste. Et ce qui donc, du coup, caractérise l'ingénieur ENSTA, c'est sa capacité à devenir un expert, s'il le souhaite, dans un domaine, parce qu'il aura décidé de creuser un sillon, tout en étant capable d'interagir avec tous les acteurs d'un projet. Parce qu'en fait, il a une connaissance à 360 degrés des différents champs disciplinaires et donc qui lui permet de comprendre ce que les autres développent, même si lui-même peut-être ne pourrait pas aller aussi profondément que ce que font ses collègues, mais il est capable de comprendre ce que font les uns et les autres. Et donc, naturellement, un ingénieur ENSTA, finalement, il a une vision très systémique des problèmes. Il est capable, du coup, de gérer des grands chantiers, des grands projets. Et c'est, je dirais, ce qui caractérise l'ingénieur ENSTA. Une vraie caractéristique qui est effectivement très très forte. Thomas, Maël, Amy, merci beaucoup pour vos témoignages. Je vous propose que nous continuions d'explorer le cursus ingénieur ENSTA Paris et allons maintenant à la rencontre de la 3e année, ses parcours de spécialisation et la voie par apprentissage. La 3e année, on en parle avec vous. Pierre-Jean Cotalorda, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la 3e année et de la filière par apprentissage à ENSTA Paris. Alors j'aimerais pour commencer que vous nous présentiez cette 3e année dans le cadre de la spécialisation progressive qu'on a évoquée dans la séquence précédente et bien évidemment les parcours et profils qui y sont proposés. Bien sûr, alors vous parlez de progressivité, je crois qu'on a compris qu'on a une première année de tronc commun, une 2e année avec une spécialisation disciplinaire et puis une 3e année qui va être une spécialisation vraiment sectorielle, orientée le plus souvent métier. En fait, l'un des points importants à comprendre, c'est que cette 3e année de spécialisation va pouvoir se faire dans un très grand nombre de cas. De situations particulières, le cas échéant, avec un cursus classique qu'on appelle cursus classique qui s'adresse à la majorité des étudiants, qui implique de choisir un parcours, qui implique de choisir à côté d'un parcours un profil, et donc de se spécialiser dans un secteur et dans un métier. Le parcours, ça va définir un petit peu l'orientation sectorielle. Est-ce qu'on va travailler plutôt du côté des transports, plutôt du côté de l'énergie, plutôt du côté des maths appliquées, plutôt du côté de l'informatique. Et le profil va permettre de commencer à s'orienter sur le type de métier qu'on va occuper au moins à la sortie de l'école. Et donc, on distingue 3 profils. Le premier profil qu'on appelle recherche et innovation, qui implique d'aller suivre des cours complémentaires, des cours donnés à l'ENSTA dans le cadre des masters d'IP Paris, pardon. Et donc, l'idée, c'est de continuer à creuser le sillon qu'évoquait Thomas Loiseleux précédemment, c'est-à-dire continuer à creuser cette expertise-là. Deuxième profil qu'on propose, c'est le profil qu'on appelle ingénierie et conception, qui va impliquer un projet en équipe,
avec un industriel partenaire qui va accompagner tout au long de l'année ce groupe-là pour proposer une solution concrète à un problème que se pose l'industriel. Et le troisième profil qui s'adresse à un plus petit groupe d'étudiants, mais qui est aussi très intéressant et prisé par certains d'entre eux, c'est le profil qu'on appelle intrapreneuriat, entrepreneuriat, et qui prépare les étudiants, les élèves qui le souhaiteraient à une carrière dans le monde des startups, voire à créer leur propre structure. Donc, dans le cadre de ce cursus classique, j'évoquais les profils, j'évoquais aussi les parcours qui relèvent de dimensions sectorielles. On a compris qu'il y a 3 grands champs de spécialité à ENSTA Paris, l'informatique, les maths appliquées et la mécanique. Et dans le cadre de ces 3 grands champs, on va avoir à chaque fois 4 parcours de spécialisation. Donc en mécanique, ça va être le parcours mobilité intelligente et durable. Ça va être, dans un second temps, le parcours génie maritime, qui est le parcours historique de l'école. Ensuite, on va avoir un parcours énergie en transition, qui permet d'avoir une perspective très large, systémique sur les enjeux énergétiques, quel que soit le type d'énergie auquel on pense. Ça va aller du nucléaire aux nouvelles énergies, en passant par les énergies fossiles, toujours présentes. Et enfin, un dernier parcours qui est un peu emblématique à l'ENSTA, qui est le parcours nucléaire. Donc ça, c'est pour, en général, les mécaniciens. Le parcours des mathématiciens est plutôt associé à un profil recherche et innovation, c'est-à-dire que la plupart de ces matheux vont pouvoir faire un M2 en parallèle à IP Paris. Donc on a les spécialistes de modélisation et de simulation. On va avoir un deuxième parcours qu'on appelle SOD, c'est sciences et organisation des données. On va avoir un autre parcours qui s'appelle mathématiques pour l'environnement et la santé, et un dernier parcours finance quantitative en collaboration avec nos collègues de l'ENSAE. D'accord. Donc ça, c'est pour les maths appliquées. Et dernier filière de parcours concernant l'informatique, cette fois-ci. Donc on a un parcours robotique, un parcours intelligence artificielle, un parcours cybersécurité et un 4e parcours qui est un peu spécifique parce qu'il est réservé aux apprentis, je crois qu'on va y revenir. Oui. C'est le parcours ingénierie des systèmes complexes. Donc là, on est dans le cadre du cursus classique. Et en fait, à côté de ce cursus classique, on a... j'allais dire une ribambelle d'autres possibilités qui s'offrent à nos élèves en 3e année dans le cadre de ce qu'on appelle les parcours personnalisés. Et parmi ces parcours personnalisés, on peut citer pas mal de choses, mais sur lesquelles on reviendra peut-être le cas échéant. Mais on a la possibilité de faire une 3e année dans le cadre d'une substitution avec une école partenaire, typiquement l'école des ponts ou l'ENSAE, ou Supaéro. On a la possibilité de faire un double diplôme à l'international. On a la possibilité de faire un double diplôme, non pas à l'international, mais en France, dans le cadre de partenariats qu'on a avec HEC, avec l'INSTN ou avec l'IFP. On a la possibilité, pour un petit nombre d'élèves triés sur le volet, spécialement motivés pour continuer à faire de la physique, la possibilité d'aller faire un parcours d'approfondissement à l'école polytechnique avec les élèves de l'IX de 3e année. Et la dernière option, c'est de préparer un doctorat dans le cadre de ce qu'on appelle un cursus doctorat qui implique de suivre un M2 à IP Paris, qui n'est pas directement lié à l'un des parcours que j'ai déjà évoqués et qui implique, de s'engager à poursuivre en thèse ensuite. Voilà, c'est un élément intéressant. On voit qu'on peut vraiment travailler sur un parcours sur mesure avec toutes ces options. On peut même se projeter après effectivement vers une thèse. Cette possibilité est offerte. Bien sûr. Donc, à la suite finalement de cette 3e année, donc de la diplomation, quels sont les principaux débouchés pour les étudiantes et étudiants de l'école? Alors, on a une insertion professionnelle, qui est à la fois variée et vraiment représentative des grands domaines de compétences de l'école. Donc, les jeunes diplômés vont commencer leur carrière dans des domaines où la renommée de l'ENSTA est très reconnue déjà, c'est-à-dire les industries de transport, automobile, ferroviaire, transport maritime, bien sûr, les industries de l'énergie et de l'environnement, les industries de la défense, sans surprise, on va retrouver beaucoup d'alumni, chez Naval Group, chez Thales, chez MDBA.
Donc ça, c'est un peu la dimension sectorielle, mais pour prendre un petit peu de hauteur, de toute évidence, ce qu'on remarque, c'est que nos alumni, on les retrouve dans toutes les activités de pointe concernant tout ce qui est technologie, en fait. Voilà, donc si on fait une déclinaison un petit peu de la manière dont se répartissent les étudiants. Oui. On a un gros quart d'élèves qui vont faire de la R&D ou des études scientifiques. Un gros quart, c'est plutôt 30%. Un quart qu'on va retrouver dans l'expertise et le conseil. Un quart qu'on va retrouver dans tout ce qui est SI, donc système d'information, réseau, informatique industrielle. Et moins d'un quart, donc une vingtaine de pourcents, dans diverses autres fonctions qui peuvent être transverses ou autres. D'accord, moi je pense que c'est un élément important effectivement pour les personnes qui nous écoutent. Parlons maintenant apprentissage. Donc le même diplôme ENSTA Paris est accessible par voie étudiante et par apprentissage. Qu'est-ce qui caractérise ces 3 années de ce cursus par apprentissage ? Alors tout à fait, on a une vingtaine de places pour l'instant qui sont réservées aux apprentis chaque année dans notre cursus. Donc la voie d'apprentissage, elle est accessible par les mêmes voies que la filière étudiante classique, avec en plus en fait des voies d'accès qui lui sont propres. Et je vais citer notamment la plateforme de concours NCA pour les élèves des prépas ATS et pour les élèves de BUT3. Et donc, dans chacun des cas, on a quelques places qui sont accessibles. Voilà. Donc, la première année, sans ambiguïté, en fait, il n'y a pas de différence avec les élèves qui ont un statut étudiant. C'est-à-dire que le tronc commun est un tronc commun pour tout le monde. Et donc, l'apprentissage commence pas vraiment en première année. Il va commencer en deuxième année. Et en deuxième année, donc, les élèves vont avoir une majeure particulière qu'on appelle fondement pour la conception des systèmes complexes, associé à 2 mineurs, une mineure IA ou une mineure mécanique. Ils doivent choisir l'une des deux, et un format pour lequel ils vont passer 4 semaines en entreprise et 4 semaines à l'école. Ça veut dire qu'ils vont avoir une formation qui leur est complètement dédiée en deuxième année. En troisième année, il y a un parcours dont on a déjà parlé qui est réservé aux apprentis, qui est le parcours ingénierie des systèmes complexes. Ouais. Et ce qu'on est en train de mettre en place, notamment avec la mineure intelligence artificielle en deuxième année, c'est l'ouverture à ces élèves apprentis à d'autres parcours. Donc ce sera le cas bien sûr du parcours intelligence artificielle, et puis potentiellement d'autres aussi, typiquement du côté de la mécanique, voire encore du côté de l'informatique. Les maths appliquées, c'est toujours un peu différent, mais l'idée, c'est donc, d'ailleurs, c'est un chantier pour nous, mais d'aligner les emplois du temps des étudiants, des troisième années avec statut étudiant, avec les apprentis. Et donc, je pense que dans les 2 ans à venir, en fait, il y aura quasiment plus de distinction en termes de parcours au choix pour les apprentis en troisième année à l'ENSTA. Très intéressant, effectivement. Alors, si je teste mes connaissances de l'école, si je comprends bien, un étudiant qui finalement commence sa formation en première année en statut étudiant peut choisir à un moment, effectivement, du moins en fin de première année, de basculer vers la voie par apprentissage ? Alors, effectivement, c'est-à-dire que, on a des élèves qui entrent en première année en sachant qu'ils vont être apprentis. Et puis, finalement, on les accompagne tout au long de la première année, ceux-là, mais également les autres, en leur présentant, le cas échéant, l'intérêt de continuer en apprentissage pour ceux qui le souhaiteraient. Et il y en a quelques-uns chaque année qui font cette bascule et qui étaient en cursus étudiant classique et qui ont décidé de basculer en apprentissage parce qu'ils voyaient un intérêt manifeste à le faire. Alors, une question aussi qu'on a reçue en préparation effectivement de cette porte ouverte. Est-ce facile de trouver une entreprise qui accueille un élève pour celles et ceux qui souhaiteraient suivre cette voie par apprentissage ? Est-ce qu'il y a des modalités de l'accompagnement proposé ? Alors, à ENSTA Paris, on a de nombreux partenariats historiques avec des grands groupes, notamment, qui connaissent la qualité de nos élèves et qui sont friands de manière générale de les accueillir, que ce soit en stage,
que ce soit en premier emploi ou après, et finalement également en mission d'apprentissage. Donc il y a quelque chose de cette bonne intelligence qu'on entretient depuis des années, des décennies, voire plus, avec quelques partenaires reconnus dans les domaines de l'énergie. Je pense à EDF, je pense à Engie. Dans le domaine des transports, je pense à Renault. Dans le domaine de la défense, je pense à Naval Group, Thales, chez qui on va retrouver la majorité de nos apprentis. Mais en fait, on va pas les retrouver que là, nos apprentis. On va aussi les retrouver, alors dans une moindre proportion, bien sûr, mais dans des PME. Et plus récemment, là, on a un apprenti qui vient de rentrer dans une start-up pour faire sa mission d'apprentissage. D'accord. Donc, à côté de ça, eh bien, l'école, notamment à travers la direction des relations et partenariats avec les entreprises, met en place tout un processus d'accompagnement des élèves pour leur permettre, eh bien, de décrocher la mission de leur rêve, en quelque sorte. C'est-à-dire, pour nos élèves futurs apprentis en première année, ça va être des ateliers de conception de CV, ça va être des entretiens simulés, ça va être des forums métiers où ils vont pouvoir rencontrer leurs interlocuteurs potentiellement pour un premier contact en vue d'une mission. Voilà autant de choses qu'on met en place pour faciliter leur insertion et le fait de trouver une mission. En général, ça se passe bien. Merci beaucoup Pierre-Jean pour ces différents éclaircissements sur les parcours de spécialisation et la voie par apprentissage. Le sport est également une partie intégrante de la formation. Parlons-en maintenant. Place au sport maintenant avec Luka Ignatovic. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur du département EPS à ENSTA Paris. Quelle place le sport a-t-il dans la formation proposée à l'école ? Le sport fait partie intégrante du projet pédagogique du cursus ingénieur ENSTA. Alors je dirais pas qu'il a une place centrale, mais c'est vrai que j'estime qu'il a une place considérable. Nous nous efforçons, au travers de notre enseignement sportif, à travailler sur les savoir-faire techniques individuels et collectifs, bien entendu, mais aussi à renforcer les compétences associées, telles que le leadership, l'esprit d'équipe, la rigueur, la stratégie, etc. Donc vraiment l'objectif de la formation sportive à l'ENSTA, c'est d'assurer aux étudiants une formation sportive, bien entendu, mais aussi éthique et humaine. Il y a des objectifs généraux dans ces enseignements ? Nos objectifs généraux pourraient se définir en 5 catégories principales. La toute première, qui est plutôt évidente, c'est le développement des habiletés motrices qui se traduisent par les bienfaits sur la santé, tels que l'amélioration du sommeil, la réduction de l'anxiété, ce genre de choses. Le deuxième point, il porterait, je dirais, sur les compétences mentales, qui ont plus attrait à la confiance en soi, la motivation, l'attention, la concentration, ce genre d'éléments. Le troisième point que l'on développe au travers du sport, ce serait le développement civique et éthique, le savoir-être, vis-à-vis le respect de l'autre, le respect du matériel, le respect du partenaire, de l'adversaire, la solidarité. Le quatrième aspect sur lequel on travaille est plutôt orienté sur le développement personnel, c'est-à-dire l'estime de soi, la maîtrise des émotions, la gestion des émotions, la tolérance à l'échec. Un élément important finalement dans la projection vers le monde professionnel. Tout à fait. Et ça m'amène sur le 5e point qui est orienté sur le développement managérial, qui prend en considération les compétences, on va dire, relationnelles et décisionnelles, où les étudiants sont mis face à leur partenaire de jeu. Il y a des notions de communication, il y a des notions de prise de décision, de stratégie, d'adaptation aux différentes situations qui peuvent être liées directement au monde du travail. C'est très clair. Et alors, cet enseignement sportif est-il obligatoire finalement ? Cet enseignement sportif vaut une ECTS par semestre, au même titre que d'autres blocs. Donc le bloc sport est devenu obligatoire à l'ENSTA. Et nous avons des créneaux dédiés pour la pratique du sport dans l'emploi du temps des étudiants. Donc il est obligatoire. Il y a des moments particuliers dans l'emploi du temps pour parler finalement de créneaux dédiés. Il y a des jours qui sont vraiment banalisés, des demi-journées banalisées ? Oui, 2 demi-journées dans la semaine qui sont identifiées. La première est orientée sur la pratique académique en tant que telle, donc l'enseignement du sport de nos différentes activités, le lundi après-midi.
à raison de 2 heures minimum de pratique, en fonction de la discipline que l'on choisit. Et le deuxième créneau qui est banalisé, celui du jeudi après-midi, qui est destiné, lui, à la compétition, pour ceux qui le souhaitent. On va y revenir, mais je pense qu'il y a une question qui, à mon avis, intéresse les personnes qui nous suivent. Combien y a-t-il de sport pratiqué à l'école et quelles sont les installations disponibles sur le campus? Alors, nous avons la chance de bénéficier de l'ensemble des installations sportives d'IP Paris, qui sont très riches et qui nous permettent de pratiquer dans les 5 grandes familles qu'on a déterminées, à savoir la première famille, le sport collectif. Nous en avons 6, le football, le rugby, le basket, le handball, le volley et l'ultimate. La deuxième famille d'activités est plutôt appelé sport de duel, que je distingue encore en 2 sous-familles, le sport de raquette, tennis, badminton, et on va dire des sports de contact, boxe, mais aussi judo et escrime. La troisième famille d'activités est plutôt orientée sur la performance, comme la natation et l'athlétisme. Quatrième famille, activités de plein air, l'aviron, l'escalade. Et la dernière famille est orientée sur le bien-être. On a le fitness et la musculation. D'accord. Vous l'évoquiez tout à l'heure, comment se passent finalement ceux qui souhaiteraient s'investir dans une démarche beaucoup plus compétitive finalement? Est-ce qu'il y a encore également des temps, des organisations particulières qui sont mises en œuvre pour ces personnes? Donc nous proposons cet aspect compétitif au travers de la Fédération française de sport universitaire. Les étudiants ont la possibilité de prendre une licence. Alors sur les 500 étudiants qui pratiquent le sport à l'ENSTA, première et deuxième année, il y en a 250 environ qui font des compétitions. Donc c'est quand même considérable. Ils ont la possibilité de pratiquer tous les sports qu'ils souhaitent en compète. Ça peut aller du sport collectif jusqu'au tir à l'arc ou des sports individuels comme le karting, vraiment très isolé, mais c'est possible. Donc l'éventail est très très large. Ce qui est très intéressant sur ce créneau du jeudi après-midi dédié à la compétition, c'est d'une part c'est sur le volontariat de l'étudiant, mais bien souvent c'est très très bien vu et très important pour l'étudiant parce que ça crée une dynamique importante, une cohésion, un esprit d'équipe qui du coup rejaillit sur la scolarité plus tard. Il est évident qu'effectivement, je pense que cette notion et cette implication de le sport est une valeur forte finalement de l'ingénieur ENSTA au cours effectivement de cette formation. Alors c'est véritablement un plus pour nos étudiants qui est vraiment apprécié. Merci Lucas. Pour terminer ce tour d'horizon, intéressons-nous maintenant au campus, à la vie étudiante et associative. Alors pour parler de ces sujets, nous accueillons Stéphane Delolme, responsable du département vie étudiante. Bonjour. Bonjour. Théo Estrade, étudiant de 2e année. Bonjour. Bonjour. Qui est également accompagné de Maëlle et Amy, que nous avons déjà pu rencontrer dans les séquences précédentes. Alors Stéphane Delolme, ma première question va être très concrète. Comment se loge-t-on quand on arrive à ENSTA Paris? Y a-t-il de la place pour tout le monde sur ce plateau de Saclay? Alors, l'ENSTA Paris a la chance d'avoir sa propre résidence. On a un peu plus de 430 logements, avec des ordres de priorité évidents, parce qu'on ne peut pas loger tout le monde. Les premières années sont tous logés, en tout cas on propose aux premières années d'être logés sur le campus. Après, il y a des ordres de priorité, boursiers, internationaux, et un maximum de 2e année. Par contre, on propose à tout étudiant une solution de logement, puisqu'on a plein de partenariats avec d'autres résidences privées. D'ailleurs, vous êtes, je crois, en coloc dans une d'elles. Non, pas vous, en fait, les autres membres du BDE. Alors Théo, peut-être une première question finalement autour de cette vie dans les résidences ENSTA. Comment ça se passe? Est-ce que c'est une chance, une opportunité finalement de loger à quelques minutes des salles de cours le matin? Alors en fait, ces logements, c'est vraiment un plus. Parce que quand on arrive, en fait, on a le problème de trouver déjà une école, quand on sort de prépa en tout cas, enfin d'autres filières d'ailleurs, mais ensuite trouver un logement, parce que sur Paris, c'est vrai que c'est pas facile de se loger. Et donc avoir cette possibilité d'avoir un logement garanti quand on arrive en 1A, c'est un énorme plus. Et à ça ensuite va s'additionner toutes les possibilités liées à ce logement. Donc notamment le fait de rencontrer des gens, parce que c'est, comment dire, ça crée une certaine cohésion dans les résidences, dans les couloirs. On a vraiment une possibilité d'organiser des événements très simples, de simples goûters les vendredis après-midi, ou simplement des repas en fin de soirée entre voisins.
Et après, ça permet aussi de profiter un maximum de la vie étudiante qui s'étale à la fin des cours, mais également parfois en soirée, et donc de profiter de tous les événements étudiants et de pouvoir se loger à proximité, donc de ne pas perdre du temps et de manquer des événements. On va rentrer dans le détail effectivement de cette vie étudiante et associative. Avant, j'aimerais effectivement évoquer un autre sujet avec Stéphane Delhomme, un élément important finalement, puisque ENSTA Paris donc, forme des ingénieurs bien évidemment, mais également des citoyens, et a rendu obligatoire dans sa formation depuis plusieurs années un engagement citoyen. Alors qu'est-ce que c'est que cet engagement exactement ? Alors l'engagement citoyen, justement, c'est un peu pour obliger nos étudiants à se tourner vers l'extérieur de l'école. Ils ont une résidence, ils ont une école, ils peuvent aller en tongs à l'école en cours s'ils le souhaitent. L'engagement citoyen, c'est permettre aux étudiants de faire bénéficier des collégiens, des lycéens, des associations aux alentours de l'école, toute la région Île-de-France, bénéficier de leurs compétences, qu'elles soient scientifiques ou humaines simplement. Il est rendu obligatoire sur la première ou deuxième année à hauteur de 40 heures d'engagement réalisées, alors dans plein de domaines différents, hein. On peut rentrer dans le domaine du tutorat, bien sûr, du mentorat, des cordées de la réussite. On a créé notre cordée qui s'appelle Talent d'avenir, mais aussi dans les domaines du handicap, du sport, du développement durable. Plein de possibilités dans des associations pour lesquelles nos étudiants sont extrêmement utiles en plus. Très intéressant. Maëlle, votre engagement citoyen, vous l'avez fait dans quel cadre ? J'ai fait mon engagement citoyen via une association étudiante. Donc, c'est une association humanitaire où on part en voyage humanitaire en Côte d'Ivoire lors du stage opérateur. Et lors de ce stage, on a notamment construit 2 salles de classe dans un village de Côte d'Ivoire et aussi aidé à l'éducation des enfants du village. Et c'était extrêmement enrichissant. Ça doit l'être, effectivement. Alors, Amy, vous parliez tout à l'heure de Côte d'Ivoire aussi. Oui, vous l'avez fait dans le même cadre ? Ouais. D'accord. Ouais. Et donc, Stéphane Delhomme, cet engagement citoyen se fait avec des partenaires, j'imagine ? On a comme partenariat beaucoup d'associations, des communes aussi, puisque nos étudiants peuvent travailler dans des centres de loisirs de municipalité. Par exemple, on travaille beaucoup avec Zubdeco, qui accueille de nos étudiants, qui les envoie dans des collèges pour faire du tutorat, de l'aide aux devoirs sur des collégiens. Les cordées de la réussite, bien sûr, et puis le Centre Égalité des chances IP Paris, avec lequel on travaille sur plusieurs programmes, comme Genius, par exemple, qui est une sorte de mentorat à distance pour des lycéens en visio, alors partout sur la planète, puisque on va toucher même jusqu'en Nouvelle-Calédonie, par exemple, des lycéens, pour les faire s'ouvrir aux sciences, leur donner de l'intérêt pour ces sciences-là et leur permettre de réfléchir à d'éventuelles études supérieures. Très bien. Alors, qu'apporte finalement la vie associative dans le cadre d'une formation d'ingénieur ? Trop de choses. Ce serait difficile de vous faire une liste complète, mais dans la vie associative, j'ai l'habitude de dire aux étudiants en première année que l'association, la vie en association apporte, la première des choses, c'est les meilleurs potes qu'on puisse se faire. Et à travers ça, ça crée des équipes dans l'école d'étudiants qui vont rester ensemble, passer leur vie ensemble, alors qu'ils ne se seraient peut-être jamais côtoyés s'ils n'avaient pas été dans une association de robotique ou festive simplement. Et ça permet de développer plein de compétences intrapersonnelles comme la gestion de projet. On est vraiment sur des compétences transversales qui vont leur servir après en qualité de manager dans leur vie professionnelle. C'est effectivement un élément très important, je pense, dans le cadre de cette formation. Alors, j'ai effectivement posé une nouvelle question à Théo, puisque vous avez souhaité vous investir dans le cadre du bureau des élèves en tant que responsable communication. Alors, finalement, cette expérience, qu'en retiendrez-vous ? Alors, en fait, déjà, le BDE, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, on va expliquer, c'est un groupe en fait, d'étudiants, une vingtaine d'étudiants et étudiantes qui s'engagent en fait, pour un peu dynamiser ou redynamiser vis-à-vis du contexte du Covid, la vie associative, et ensuite faire un lien, tout d'abord d'un côté entre les étudiants et avec l'administration. Donc on fait remonter les informations des étudiants vers l'administration et on partage les informations de l'administration vers les étudiants. Et en fait, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a une équipe soudée de... nous, c'était 21 dans notre cas, notamment il y avait Maëlle et Amy. Et c'est une équipe soudée, donc déjà, c'est un groupe d'amis, comme disait Stéphane, qui se construit et qui se conserve. Et au-delà de ça, c'est aussi développer de nouvelles capacités. En tant que responsable communication interne du coup de l'ancien BDE, j'ai pu développer
une certaine organisation que je n'avais pas au préalable. Et ensuite, j'ai pu dialoguer en fait avec plusieurs personnes. J'ai pu faire des échanges avec des personnes que je pense que je n'aurais jamais rencontrées. En tout cas, je pense que ça apporte beaucoup, et aussi de s'investir en fait dans la vie associative, que ce soit au point de vue d'un BDE ou d'une association. Généralement, ça apporte vraiment beaucoup, et je trouve que c'est vraiment en cohérence en plus avec le cursus de l'ENSTA, où d'un côté on a un cursus scolaire, académique, mais de l'autre de nouvelles compétences qui sont vraiment nécessaires à l'ingénieur de demain. Ouais, je pense que c'est une très belle expérience. C'est ce qui va aussi nourrir ce qu'on appelle les soft skills, d'une certaine manière. Alors, question peut-être subsidiaire, combien d'associations y a-t-il à l'école? Qui se lance? Moi, je sais. Alors, le nombre exact, je ne l'aurai pas, mais je pense que c'est plus de 60, et je pense que maintenant, on est même plus de 70 associations. Donc, il y a vraiment une variété incommensurable. D'un côté, on peut faire des crêpes parce que on adore la Bretagne. Petite mention spéciale à l'asso Bretagne. Et ensuite, on peut très bien organiser des soirées, comme disait Stéphane, faire de la robotique, faire de la couture. Faire du sport, faire de l'art. Dans quelle assoce vous êtes exactement? Du coup, moi, comme Théo l'a dit, j'étais également au BDE. Ensuite, avec Maëlle, on a participé à l'association Partage, qui était l'association humanitaire qui nous a permis de partir en Côte d'Ivoire. Au niveau sportif, j'ai participé à N-Star Tiflet qui organise une semaine au ski, et une asso de danse qui est une association IP Paris, donc qui regroupe plusieurs écoles, qui s'appelle Danse Paris-Saclay, et qui organise des cours de danse pour tous les étudiants et étudiantes sur le plateau. Maëlle? Donc, comme ce qui a été dit, j'ai fait partie du BDE où j'étais également dans le pôle communication avec Théo. Et je me suis aussi beaucoup investie dans l'assodonnologie de l'école, Tanin, qui est même l'une des meilleures associations étudiantes. Qui gagne régulièrement, effectivement, des prix. Effectivement. Donc, non seulement on participe à des concours d'œnologie, mais aussi on organise des séances d'œnologie sur l'école, où on invite plein de domaines, de maisons à venir. Et c'est un super moment, très convivial, et on apprend plein de choses. C'était vraiment très enrichissant. Alors, une question qui va, je pense, intéresser beaucoup de futurs candidats. Comment se passe la vie sur le plateau de Saclay? Alors, la vie à l'école est hyper dynamique. Le plateau de Saclay, les étudiants se connaissent tous, puisque viennent à peu près tous des mêmes prépas, et ça permet des échanges entre les écoles, principalement les écoles d'IP Paris qui sont les plus proches de nous. Après, il y a plein de choses que je ne vois pas, parce que tout ne se passe pas la journée. Les échanges forcément entre eux, on imagine bien. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus, avec l'arrivée de toutes ces nouvelles écoles sur le plateau, d'émulation sur la zone géographique autour de l'école. Des éléments, effectivement, dans le cadre de votre vie associative, des opportunités de contact, d'échanges comme ça aussi, qui se forment? En fait, il y a vraiment beaucoup d'événements associatifs, mais pas seulement. En fait, si, en fait, c'est des événements associatifs, mais il y a des associations sportives qui vont vouloir créer des tournois entre écoles. Il y aura des associations sportives, notamment, bon là je parle plutôt des week-ends, de l'ENSTA qui vont vouloir faire des week-ends à l'extérieur de l'ENSTA, donc faire découvrir des lieux qu'on ne connaît pas. Et ensuite, en fait, la vie sur le campus, c'est en fait une vie avec sa promotion de l'école d'ENSTA Paris. Et en fait, on apprend à se connaître déjà au début, mais en fait, après, on vit vraiment ensemble. Et je pense qu'il y a une certaine cohésion qui se fait vraiment au sein de la promotion. Ce qui n'implique pas qu'on connaisse tout le monde forcément, mais il y a vraiment une certaine cohésion entre chaque membre de la promotion. On apprend à se connaître et après chacun vit un peu de son côté avec son groupe d'amis qui s'est créé et on va forcément faire plein de choses. On ne s'ennuie pas vraiment en fait sur le plateau. J'entends bien, effectivement, avec une promotion à taille humaine, c'est d'autant plus simple, effectivement, de se connaître, même si on ne connaît pas tout le monde, et d'avoir cette opportunité. Merci encore pour vos interventions, vos témoignages. Nous arrivons au terme de ces portes ouvertes. J'espère que cette présentation a pu vous apporter un certain nombre de réponses à vos questions. Vous pouvez bien évidemment prolonger votre découverte d'ENSTA Paris depuis notre site internet dans l'espace « Vous êtes candidat » et nous retrouver sur les réseaux sociaux. À bientôt sur notre campus.